Alors, d'abord, nous étions en direct, 19h03, sur CNews, lorsqu'avec Gabriel Cluzel, nous avons découvert ce tweet de l'Élysée. Est-ce qu'on peut l'entendre? Alors, on va le réécouter. Emmanuel Macron envisage un label pour les médias. Il y aurait les bons médias et les moins bons. Comment ne pas voir dans cette initiative une tentation autoritaire d'un président mécontent du traitement médiatique et qui souhaite imposer un récit unique? Je propose un nom pour ce nouveau service de communication, la Pravda. Jamais la menace totalitaire n'a été aussi présente, aussi probable depuis la peste brune et la peste rouge qu'avec la Macronie finissante. C'est pas l'État qui doit vérifier. Si c'est l'État qui doit vérifier, là ça devient une dictature. Mais il faut que les journalistes garantissent à leurs lecteurs que eux ont vérifié avec une déontologie, donc ils sont les garants entre eux. Je pense que c'est important qu'il y ait une labellisation faite par des professionnels qui puissent dire ça c'est des gens qui sont sérieux, ça c'est pas des gens qui informent. Voilà, ça c'est des gens qui sont sérieux, ça c'est pas des gens qui informent. Donc le chef de l'État veut un label a priori qui voudrait donner, ça serait RSF, donc Reporters sans frontières, qui distribuerait le label, alors que Reporters sans frontières a déjà été épinglé pour diffusion de fausses informations. On va écouter Charlotte Dornelas d'ailleurs, qui était avec nous hier soir avant d'écouter Gabriel Cluzel, qui elle-même rappelle tout ça et qui fait que à qui on doit donner justement cette responsabilité de décider ou pas des vraies ou fausses informations. L'Élysée met donc une partie du discours d'Emmanuel Macron. Ils oublient de préciser qu'Emmanuel Macron a lui-même donné une idée de qui pourrait vérifier la déontologie des uns et des autres, et qu'en l'occurrence, il avait cité par exemple RSF, qui vient de se faire remonter les bretelles par l'autre gendarme qu'on avait déjà mis en place, qui s'appelle l'Arcom, qui a elle-même attaqué une émission du service public qui attaquait CNews. Bon, on a la preuve en quelques jours que ça va être compliqué de trouver quelqu'un qui soit accepté par tous les journalistes, d'autant que ces dernières années, ce ne sont pas des faits qui ont été attaqués. Des faits, les journalistes devant les faits peuvent soit se tromper de bonne foi, soit délibérément mentir. Et là, c'est sanctionné de manière évidente. Quand vous pouvez prouver que quelqu'un a menti sur le terrain de la presse, c'est compliqué. Là, ces dernières années, on nous a parlé, souvenez-vous, je ne sais plus, Mathieu doit se souvenir qui avait dit ça, mais quelqu'un nous avait parlé de fausses opinions. Ah oui, c'était la ministre voilà. Clara Chapaz. Voilà. Et donc, si les opinions des journalistes, quand ils sont sur le terrain éditorial, cette fois-ci, peuvent devenir fausses, alors là, ça devient extrêmement compliqué. Et on aimerait que l'Élysée nous explique à qui ils vont donner le soin, puisque c'est quand même eux qui vont donner le soin, de nous expliquer quelles sont les vraies des fausses opinions. Voilà, c'était Charlotte Dornelas hier soir sur CNews. Gabriel Cluzel, votre regard sur cette labellisation de l'information et ce tweet surprenant de l'Élysée? Oui, parce que le tweet, c'est encore une étape supplémentaire. Moi, je l'ai trouvé complètement stratosphérique. C'est un tweet de l'Élysée, pas du compte d'Emmanuel Macron, d'ailleurs, précisons-le. Donc, c'est un tweet de l'État, finalement, qui cible une chaîne et 2 personnes. C'est pas rien. Puisque on voit, là on n'avait pas l'image évidemment, mais on voit Pascal Praud et Philippe de Villiers. Alors pour être complet, on voit aussi un tweet de Bruno Retailleau, un tweet de David Linard aussi. Exactement, soyons complets. Exactement, soyons complets jusqu'au bout. Je vous ai pas encore donné la parole. Alors, parce que je sais ce que vous allez dire là-dessus et c'est capital, Alexandre Jardin. Capital. Mais on en parle dans un instant. Ce tweet donne le sentiment qu'Emmanuel Macron a perdu ses nerfs, qu'il n'arrive pas à garder la posture d'un président de la République. Alors, Charlotte Dornelas a infiniment raison quand elle dit que le petit extrait d'Emmanuel Macron incriminé est en fait a été tronqué. Parce que dans le véritable extrait, Emmanuel Macron dit « Certes, ce ne sera pas le gouvernement qui établira le label, mais ça personne ne l'a dit, mais ce sera Reporters sans frontières. » Donc il le cite très clairement, ce ne sera pas un Nutri-Score, mais un Putri-Score. On verra les médias putrides des autres finalement. Et sachant que Reporters sans frontières, et pour la petite histoire, vous avez raison de le rappeler, ils ont été épinglés par l'Arcom parce que leur décompte n'était pas bon. Vous vous souvenez, dans le cadre de complément d'enquête, de cette utilisation d'un complément d'enquête qui a dû faire l'objet d'une découpe rapide, là, pour l'enlever. Et puis, par ailleurs, c'est quand même Reporters sans frontières qui a demandé au Conseil d'État, ça date de 2021, le début de cette affaire, qui a demandé au Conseil d'État que le Conseil d'État exige de l'Arcom qu'il soit plus sévère avec CNews. Donc, vous voyez, la neutralité de Reporters sans frontières, elle s'arrête là. C'est quand même assez particulier. Ils veulent établir en France la censure qu'ils prétendent combattre dans tous les autres pays. Et donc, ce sont ceux-là qui seront les gardes-chiourmes de l'information. Gabriel Cluzel, vous avez parlé de Reporters sans frontières. On va écouter
un sonore de Reporters sans frontières. Et ce qu'ils avaient dit 2 juillet 2024, si ma mémoire est bonne, dites-moi si je me contredis, en tout cas, qui avait appelé, pour qu'est-ce qu'ils avaient appelé à dire précisément au premier tour, après le premier tour des législatives, où le RN, l'extrême droite était en première ligne. Le résultat du premier tour des élections législatives dimanche dernier a montré que l'extrême droite française pouvait arriver au pouvoir. À Reporters sans frontières, nous sommes mobilisés pour que la liberté de la presse et l'indépendance des médias soient respectées. C'est pourquoi nous avons sorti une vidéo choc qui rappelle l'influence que des dirigeants illibéraux comme Viktor Orban peuvent avoir sur le programme du Rassemblement national. Marine Le Pen a dit à plusieurs reprises toute l'admiration qu'elle avait pour Orban. À Reporters sans frontières, on ne sait que trop ce que signifie un régime de ce type. C'est la mise au banc des journalistes indépendants, c'est l'utilisation de la publicité d'État pour favoriser des médias amis, c'est également la mise au pas de l'audiovisuel public. Parce que nous savons trop ce que signifie l'extrême droite en termes de liberté de la presse, parce que nous pensons que l'audiovisuel public ne doit pas être démantelé, parce que nous pensons que le pluralisme des expressions doit être préservé dans l'audiovisuel, signez la pétition de RSF. Alors, c'est intéressant de voir qui est RSF, à qui l'Élysée voudrait donner l'autorisation de désigner de bonnes et de fausses informations. Je rappelle que dans le studio, nous avons le patron de François, qui a une histoire particulière, justement, avec cette labellisation de la bonne et de la mauvaise information. Nous avons Alexandre Jardin aussi qui est dans le studio. Éric Tegner ne s'est pas encore exprimé. Appelez au standard d'Europe 1 01 80 20 39 21 pour savoir si vous êtes pour ou contre la labellisation. On marque une pause et on revient parce qu'on a beaucoup de questions à se poser. Oh, et puis j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je vais vous raconter, moi, l'histoire du CSA, l'histoire de cette autorité administrative indépendante. Comment est-ce qu'elle est née? Pourquoi est-ce qu'elle est née? Pourquoi? On en parlera dans un instant. D'abord, Éric Tegner, vous n'êtes pas encore exprimé, et vous voulez nous dire en fait que ça s'est déjà vu dans d'autres pays et quel résultat ça a donné. Oui, c'est important de regarder ce qui s'est fait ailleurs pour comprendre ce que va entraîner ce label. Ce n'est pas juste de la communication. Alors, j'ai regardé par exemple en Allemagne. En Allemagne, ils ont mis en place ce qu'on appelle le label de fiabilité. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait évidemment un partenariat avec les différentes plateformes. Eh bien, on a vu l'apparition d'un journalisme en fait à 2 vitesses, c'est-à-dire que il y a une baisse massive du trafic de certains sites dits alternatifs. Il y a une étude universitaire de 2022 qui a dit que certains médias indépendants perdaient 40 à 70% de visibilité parce qu'ils n'avaient pas ce label. Et donc, sur Google, le référencement de base n'est pas le même. On se retrouve également en Russie, parce que vous savez, on va souvent évidemment critiquer la Russie. Mais la Russie, ils ont mis en place également un label en 2012, c'était tout simplement l'obligation de mettre agent de l'étranger sur tout ce qui était médias indépendants. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé progressivement? Des pertes immédiates d'annonceurs, parce qu'évidemment, personne n'a envie d'annoncer ou de mettre sa publicité sur un média qui n'est pas labellisé comme étant un bon média. Ils ont eu des retraits d'accréditation, des interdictions, de l'autocensure massive, évidemment, certains médias qui ont fini par quitter le pays. On peut penser également à la Chine. La Chine, ils ont inventé ce qu'on appelle le score de fidélité des médias. Donc, c'est la même chose. Ils ont perdu, par exemple, la possibilité de recevoir les différentes dépêches de presse. Alors on pourrait se dire, bon, on parle de la Chine, on parle de la Russie, mais je vous parlais évidemment de l'Allemagne, et vous savez que l'Allemagne est souvent moteur au niveau européen. Ben tiens, comme par hasard, vous savez, l'Union européenne est déjà en avance, parce qu'en 2024, eh bien, ils ont voté ce qu'on appelle le Media Service Provider, c'est-à-dire le fait que progressivement, on va commencer justement à labelliser de cette façon. Alors il faut savoir que pour l'instant, c'est assez flou, parce que la mise en place dans les pays, vous savez, à chaque fois c'est progressif, ça a commencé au mois d'août dernier. Donc, c'est uniquement progressif aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qui va se passer très concrètement? Les plateformes comme YouTube, Facebook, X, TikTok, Google vont devoir donc privilégier la mise en avant des contenus, des médias qui vont être justement reconnus. Alors, évidemment, Emmanuel Macron, c'est pour ça qu'il dit qu'il est inspiré aujourd'hui par Ursula von der Leyen. Il faut même savoir, vous et Christine Kelly, ça vous intéresse beaucoup les sujets de l'Arcom. Eh bien, c'est la même chose. Ce EMFA qu'on appelle au niveau européen, eh bien, il y a une sorte de CSA européen, c'est-à-dire que l'Arcom français va devoir prendre en compte un certain nombre de recommandations qui peuvent être faites au niveau européen. Voilà, tout ça en dehors de la volonté du peuple. Très intéressant tout ça, on en parle pendant toute cette émission. Alexandre Jardin, vous êtes écrivain, metteur en scène, citoyen, président de l'association Les Gueux, et vous offusquez, vous aussi, contre cette labellisation d'information. Dites-nous pourquoi. Le métier d'un président, c'est d'assurer l'unité d'un pays. C'est pas d'organiser la division et encore moins de prendre la tête d'une croisade contre la liberté d'expression. Il en est le garant, normalement. Donc on vient de se retrouver dans un monde complètement à l'envers. Complètement à l'envers.
Et pour qu'un pays marche, il faut qu'il y ait un vrai président. Pas un fast-checker à l'Élysée. Pas un influenceur de réseau social qui utilise le compte de l'Élysée. C'est-à-dire qu'il y a une perte de niveau, il y a une perte de sens très profond, parce que on sait très très bien que dès lors que vous déléguez à une officine, là on a parlé de RSE, ils ont le droit d'être d'extrême gauche. Mmh. On est dans un pays libre, mais on ne confie pas à des gens qui ont une coloration politique affichée le droit d'aller labelliser les autres. Donc, l'idée même, ce qui me terrifie, c'est que ça ait pu passer par la tête du premier des Français. Alors, Alexandre Jardin, sur le plan identitaire, c'est un naufrage. Est-ce que, à la décharge d'Emmanuel Macron, ne me regardez pas comme ça, est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, une saine volonté de dissocier le bon grain de l'ivraie? Est-ce qu'il n'y a pas une volonté saine, peut-être, de l'Élysée de se dire, bon, oui, il y a des fausses, il y a des vraies informations, et il faut qu'on arrive à trouver une solution, mais selon vous? Churchill a répondu. La démocratie, c'est le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres. C'est tout. Bien sûr que la démocratie, c'est imparfait. Mais ça s'appelle la vie. Est-ce qu'on reste un grand peuple démocratique, de culture démocratique? Et il y a aussi autre chose que nous n'avons pas évoqué. C'est que dans le projet d'Emmanuel Macron, il est question d'un référé express, qui fait que n'importe qui peut demander à un juge, dans son cerveau, pour l'instant, pourrait demander à un juge de définir le vrai. À un juge, pas à quelqu'un d'élu. Ça veut dire qu'on change. Et alors, jusqu'à présent, Europe 1 ou CNews ont pris position. Mais attention, ça va toucher tous les médias. Je veux dire, est-ce que ces gens prennent conscience que les gueux peuvent parfaitement trouver qu'une une du Monde, une une de l'Obs ne leur convient pas et saisir des juges? Or, évidemment qu'ils en balancent des fake news, comme Alexandre tout le monde. Jardin, sur Europe 1. Donc on va se retrouver avec une mise sous tutelle judiciaire. Je veux dire, merde! Les tribunaux n'ont pas été inventés pour définir le vrai. Et d'ailleurs, on verra en 48 heures. En fin d'émission, comment les tribunaux ne font déjà pas leur travail. Je veux dire, il ne faut pas tripoter la vérité. Et certainement pas à l'Élysée. Ce sont des notions qu'il faut toucher avec une extrême prudence. Alors, l'Élysée dit que c'est pas eux qui veulent, sinon ils se définissent comme dictature, oui, ils disent que c'est RSF. C'était lunaire, ce tweet d'hier soir. C'était absolument lunaire. Alors, tout à coup, il se comporte comme un influenceur. Alexandre Jardin sur le compte de l'Élysée. Les gueux, j'espère que le site ne va pas encore sauter. Alors, pendant qu'on parle de tout ça, moi j'aimerais bien vous entendre. Oui, je voudrais dire, parce qu'il est en train de sauter. Il est en train de sauter, mais allez quand même sur lesgueux.fr. On a Xavier Azalbert, qui est directeur de la rédaction et président de François Group. Vous avez vécu, vous, toute cette succession des conséquences d'être en fait affiché comme auteur de fausses informations. Racontez-nous. En 2020, tout à fait, oui, merci Christine. On a été labellisé, on va dire, complotiste, extrême droite, toutes les étiquettes antisémites, désinformateur numéro 1, et tout cela, ça a été fait au travers d'un institut, donc en juin 2020, qui s'appelle NewsGuard, soi-disant le score de l'information, comme on parlait tout à l'heure, le Nutri-Score de l'information, et notre information est passée à être avariée. Bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Ça détourne l'attention des lecteurs. En fait, l'objectif, c'est d'invisibiliser, c'est de ne pas vous empêcher d'écrire, parce que bien sûr, sinon, ça serait de la censure. Exactement comme le président a dit, l'objectif, c'est pas de rentrer dans une tyrannie. Donc comment êtes-vous invisibilisé? Racontez-nous. Il y a de multiples façons d'invisibiliser. La perte d'un label, par exemple, quand on a perdu notre CPPAP, notre agrément de médias, c'est une invisibilisation. De la même manière que quand Donald Trump empêche des journalistes d'accéder à la Maison-Blanche avec l'accréditation de la Maison-Blanche en 2021, parce qu'il juge qu'il faut donner la chance à des journalistes alternatifs, et qu'il y a des vieux journalistes qui étaient là, eh bien, en fait, ces gens-là crient au scandale, parce qu'ils étaient là, ils avaient l'habitude. Donc, quand on a cette vieille habitude, justement, d'être entre soi, de se conforter, et de ne pas se confronter à la réalité, ça veut bien dire qu'on est dans une bulle. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, comme d'ailleurs tout son gouvernement, comme les gens qui sont au pouvoir, vivent dans une bulle. Le mouvement des gueux est la réponse à cela. Alors donc, vous dites que c'est pas nouveau? Ah, c'est absolument pas nouveau, puisque François a été le laboratoire. François.
a été le laboratoire de tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Alors, à une toute petite échelle, bien sûr, c'était invisibilisé parce que nous sommes tout petits, mais François, c'est quand même une des vieilles dames des médias français, hein, ça s'appelait Défense de la France en 1941, et tout ce que je veux dire, c'est la chose suivante. Quand on empêche à quelqu'un d'aller voir une information, à un moment ou à un autre, il faut appeler un chat un chat. Ça s'appelle de la censure, et qu'on l'appelle invisibilisation, shadow banning, tout ce que vous voulez, c'est une invisibilisation. Maintenant, il faut comprendre qu'est-ce que ça sert comme intérêt, quels sont les intérêts. Alors on en parle sur Europe 1. Éric Tegner, rapidement. Ensuite, on a Serge et Jean-Baptiste qui nous appellent au standard d'Europe 1, 01 80 20 39 21. Oui, il faut comprendre pour ceux qui nous écoutent que enlever l'agrément CPPAP comme ce qui est arrivé à François, c'est immense. C'est-à-dire que ça prive de dons défiscalisés, ça prive de différentes aides, etc., qui sont normalement octroyées à l'ensemble de la presse. Il faut noter que ce n'est pas non plus ancien. C'est-à-dire qu'il y a quelques semaines, la revue satirique La Furia, alors qu'elle n'a pas été condamnée, ça veut dire qu'ils n'ont même pas attendu une décision de justice, s'est vu également retirer son agrément sans avoir la possibilité même d'avoir du contradictoire. Mais aujourd'hui, ça ne leur suffit même pas parce qu'effectivement, ce label, c'est dans le fond aussi un label anti-CNews. Ils veulent s'en prendre à CNews avant l'élection présidentielle. Serge et Jean-Baptiste qui nous appellent, on prendra Serge. Bonjour Serge, vous nous appelez d'où Serge? Bonjour, je vous appelle de Lille. Alors, dites-nous votre regard sur cette labellisation voulue par l'Élysée. Plus qu'un regard, j'aimerais faire une remarque par rapport à ce que j'ai entendu au début de votre émission, c'est-à-dire des témoignages qui parlent de totalitarisme. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, je suis fan de vos émissions, aussi bien CNews qu'Europe 1. Je vous suis depuis longtemps. Merci. Mais je pense que vous avez un rôle important, vous les journalistes, c'est bien sûr informer le réel, mais aussi un petit peu de former et d'expliquer. C'est-à-dire que quand j'entends ces témoignages qui parlent de totalitarisme, je me demande vraiment quelle est la différence entre totalitarisme et fascisme. Restons là, on marque une pause, CH, on doit marquer une pause pour le journal de 12h. Quelle est la différence entre totalitarisme et fascisme, entre labellisation pour vous c'est du fascisme, et dans un instant, je vais vous raconter pourquoi, ou plutôt je vais vous interroger, parce qu'il s'est passé quelque chose, personne n'a vu, c'était l'Élysée qui avait refusé d'accréditer des journalistes, personne n'en avait parlé. Eh ben moi j'en avais parlé, personne n'en avait parlé à l'époque. Je vais vous dire que c'est la conséquence aujourd'hui qu'on paye. On marque une pause et on revient. Bon, on était avec Serge. Serge était en train de nous dire, c'est pas un peu dur là ce que vous dites quand même Serge, tout de suite, labellisation c'est du fascisme, Serge. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'aujourd'hui, certains de vos témoins parlent de totalitarisme. Oui. Je voudrais simplement savoir qu'est-ce que la différence entre totalitarisme et fascisme. Ce sont des termes assez insidieux que chacun comprend à sa façon. Donc, je suis très choqué également de voir ce qui se passe concernant cette vidéo de M. Macron. On est dans une intolérance totale et je regrette. M. Macron devrait peut-être ne pas oublier une phrase qu'on prête à Voltaire, je crois. Je ne suis pas d'accord avec vos idées, mais je me battrai que vous puissiez les exprimer. Alors vous savez, Serge, par exemple, j'aime bien ce que vous dites, parce que moi, on m'a toujours reproché d'avoir fait l'émission Zemmour face à l'info que j'ai commencé le 14 octobre 2019, c'est gravé dans mon ventre, cette date, parce que j'en ai beaucoup souffert, physiquement, moralement, tout ce qu'on veut. Et j'ai été abandonnée par beaucoup de journalistes, par tout le monde. Et moi, pourquoi j'avais accepté cette émission, effectivement, Serge, comme vous dites, parce que le but même de l'ARCOM, le premier but, c'est de garantir le pluralisme et la liberté d'expression. Le deuxième but, c'est de protéger le public. Le troisième but, garantir l'honnêteté de l'information. C'est quand même incroyable. Donc garantir la liberté d'expression et le pluralisme, voilà le but même de l'autorité administrative indépendante. Et vous êtes en train de souligner comment, effectivement, aujourd'hui, on se pose des questions sur ces propos de Voltaire qui devaient nous garantir une certaine liberté. Merci beaucoup, Serge, d'avoir mis les deux pieds dans le plat. Merci de votre appel. On a Jean-Baptiste qui nous appelle aussi sur la labellisation des médias. Et vous dites, qu'est-ce que ça vous évoque, cher Jean-Baptiste ? Alors moi, ça va être beaucoup plus trivial que ce que disait Serge. Vous avez la liberté d'expression. Bonjour à tout le monde, bonjour à Géraldine et surtout à Colette. Ah oui, bonjour Colette. Ça devient la star de l'émission. Maintenant, je vois Colette. Elle viendra un jour. Et puis j'ai un cake aux olives qui m'attend. Attendez, laisse-moi respirer. Ouais, un petit cake aux olives. Là. Ouais. Ok, c'est bon. Moi, ce que je vois l'image, c'est que le label, en fait,
je vais sortir la considération de la Pravda, le fascisme, etc. Mais plus simplement, moi, lorsque Télérama me dit qu'un film est nul, je vais le voir. Oui. Voilà, si on me dit qu'un média n'est pas labellisé, j'aurais peut-être tendance à y aller plus que sur un autre. Donc ça, c'est un premier point que je voulais évoquer. Et le deuxième, qui est peut-être un peu plus pernicieux, c'est que si ça va jusqu'à la censure et qu'on interdit des médias, j'ai peur que les auditeurs de ces médias se retranchent sur des espèces de sites un peu complotistes ou un peu dans l'ombre, qui eux ne seraient pas contrôlés, avec là un gros risque de désinformation. Très intéressant, Jean-Baptiste. Et vous savez ce que je disais avant la pause, c'est que lorsque, par exemple, Russia Today, on aime ou on n'aime pas Russia Today, qui est une chaîne qui est fermée aujourd'hui, elle a été autorisée à une époque, et même lorsqu'elle avait été autorisée, l'Élysée refusait d'accréditer ces journalistes. Et à l'époque, je m'étais offusquée. Et tout le monde, ça passait crème pour tout le monde. Bon, d'accord, peut-être que d'autres personnes s'en sont offusquées aussi, mais je veux dire par là qu'à partir du moment où on l'autorise pour un média, ça peut effectivement dériver sur d'autres médias. Voilà, le fait que si un média a l'autorisation d'émettre, je ne vois pas pourquoi est-ce que la personne ne peut pas être accréditée à l'Élysée. Ça date, hein, ça date de peut-être, je sortais du CSA, donc ça date peut-être de 2016. Vous n'étiez pas né, moi non plus. Éric Tegner, ensuite Gabriel Cluzel, Xavier Azalbert et aussi Alexandre Jardin, tout le monde de s'exprimer sur Europe. Vous avez parfaitement raison, Christine, et c'est totalement cohérent. Parfois, il peut y avoir un réflexe corporatiste de certains grands journalistes parisiens qui vont se dire, bon, tout ce qui est un peu à mes extrêmes, finalement, je méprise. Dans les faits, en fait, il faut comprendre que ils veulent couper progressivement ces différentes extrêmes, et ces journalistes peuvent se retrouver eux-mêmes à l'extrême. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que, vous savez, les accréditations à certains meetings aujourd'hui, c'est aberrant. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon, il y a quasiment aucun média de droite qui est accrédité, ça scandalise personne. En revanche, moi je me souviens, lorsque j'étais co-organisateur de la convention de la droite en 2019, où il y avait Éric Zemmour, Marion Maréchal, etc., on avait à ce moment-là refusé d'accréditer un média, en tout cas ça avait fuité que ce média, on ne lui donnait pas l'accréditation, et même des journaux comme Le Figaro, tout le monde disait on va boycotter cet événement, il faut absolument accréditer les journalistes. Mais bizarrement, il y a quand même un deux poids deux mesures. Et le mardi 25 novembre, il y a eu cette grande manifestation du Journal du Dimanche au Dôme de Paris. Quotidien était accrédité. Voilà, il y a plusieurs journalistes qui étaient accrédités à la liberté d'expression. Gabriel Cluzel sur moi aussi, je peux en témoigner, puisque Boulevard Voltaire, pour la grande conférence de presse XXL en janvier 2024 d'Emmanuel Macron à l'Élysée, n'avait pas été accrédité. On ne donne pas les raisons dans ces cas-là. Et Reporter, qui est un site écologique, c'est un peu le miroir inversé, si vous voulez, sur l'échiquier, et qui penche plutôt à gauche. Alors lui, non seulement il avait été accrédité, mais il avait le droit de poser une question. Vous voyez, il y a vraiment deux poids, deux mesures dans ce pays. Mais il y a tellement de poids de mesures qu'il faut quand même se rappeler que c'est sous le règne de Macron qu'une chaîne de télé, C8, a été supprimée. Je parle même pas de C2D, mais je parle de C8, une chaîne française. Voilà. Première chaîne de la TNT. Première chaîne de la TNT, pas une petite chaîne. Et je rappelle, parce que il est important de le marteler, que lors de la dernière élection présidentielle, 100% de la presse quotidienne écrite nationale, donc presse quotidienne écrite nationale, a appelé à voter Macron. Normalement, un journal, il n'a pas besoin de se positionner. Il donne les infos, il dit un tel a dit ça, un tel a dit ça. Il n'a pas besoin de donner des consignes de vote. Là, tout le monde a fait sa petite génuflexion. Je vous garantis que ça se serait passé dans la Hongrie d'Orban. On aurait entendu des cris d'orfraie, et à raison d'ailleurs, parce que il est normal il est anormal de voir une presse ainsi unanime. Donc il y a une tentation, totalitaire. Alors on me dit oui, non, mais attends, faut pas exagérer, c'est pas la dictature, on n'est pas envoyé en Sibérie ni au goulag. Oui, mais il y a une petite mort sociale et il y a une petite mort, ou une grande mort professionnelle pour certains médias. Et il faut quand même en avoir conscience. Merci beaucoup Jean-Baptiste de nous avoir. C'était Gabriel Cluzel sur Europe. Merci d'avoir mis vous aussi les deux pieds dans le plat et d'avoir été moins trivial. C'était excellent, sa boussole qui indique le sud à Jean-Baptiste. Moi c'est pareil, je vois un film que Télérama déteste, je me dis ça doit être pas mal. Oui, donc Jean-Baptiste nous dit que c'est un peu de la pub pour CNews. Dans un instant, on prend Nathalie qui nous appelle de Haute-Savoie. Je voulais vous rappeler quand même, avant d'avoir Alexandre Jardin, que le premier à avoir reçu le label, c'est France Télévisions. Ce label, qui a un autre nom pour l'instant, c'est France Télévisions. JTI, journaliste, trust, qui a déjà reçu ce label. D'accord. Voilà. Alors moi, je vais vous dire, par exemple, est-ce que vous savez que Complément d'enquête avait été condamné à verser 150 000 euros par le tribunal de première instance de Bonanjo au Cameroun pour un complément d'enquête qui mettait en cause la société camerounaise de Palmeraie, Soca Palm?
Bon, voilà, c'était par exemple en 2016. Après 118 audiences, France Télévisions a été déclarée coupable des faits de diffamation par voie de communication audiovisuelle, de complicité de diffamation par voie de communication audiovisuelle. Donc c'est intéressant. Si ce ça arrive sont à les d'autres médias de premiers droite, c'est en première ligne de Wikipédia. Voilà, là, ce sont les premiers à avoir eu ce label. Alexandre Jardin, ensuite Xavier Azalbert, ensuite on aura Nathalie. Alexandre Jardin. Il y a aussi autre chose d'absolument terrible. C'est que quand le président fait ça, quand l'encore président fait ça, il occupe l'espace. Regardez, de quoi on parle. Et pendant ce temps-là, toutes les questions qui sont en train de passer en sous-main sont absolument occultées. On marque une pause, Alexandre, je l'ai oublié parce que je voulais tellement vous entendre. On marque une pause et on revient là-dessus parce que moi, je le dis tout le temps, les Français, ils ont froid en ce moment. Voilà, ils ont froid. Et je vous donne la parole tout de suite. On marque une pause. Et absolument, merci de nous appeler au Standard Europe 1 pour partager avec nous ce que vous pensez de cette labellisation de l'information. Est-ce que ça ne part pas peut-être d'une volonté saine du chef de l'État de vouloir éviter les fausses informations, les fake news, de pouvoir les marginaliser? Dites-nous ce que vous en pensez au Standard Europe 1. 01 80 20 39 21. Alexandre Jardin, je vous ai interrompu tout à l'heure. Vous étiez en train de nous expliquer que pendant ce temps-là, le Français souffre au niveau de son électricité, au niveau de son pouvoir d'achat, au niveau de l'insécurité, et là, on n'en parle pas. Et il y a 36% des Français qui ont de la difficulté à payer leur note d'électricité. Aujourd'hui, si vous faites attention à votre thermostat, vous avez une facture d'électricité qui continue à monter, puisque tout le monde l'a vu, ça a doublé depuis 10 ans, et ce qui nous pend au nez, c'est la signature de ce qu'on appelle la PPE3. Les gens ne savent pas ce que c'est la loi qui organise l'électricité. Ne rentrons pas forcément dans les détails, mon petit Si ce truc est signé, et c'est ce qui nous pend au nez, si ce truc est signé, on est reparti pour un doublement. Et pire que tout, on est reparti également pour des blackouts. Parce que si vous augmentez la quantité d'éoliennes, il va se passer en France ce qui s'est passé en Espagne. Or, que s'est-il passé? Il y a eu 7 morts en Espagne le jour même, et 140 dans les 48 heures qui ont suivi. Et vous dites que pour 147. éviter de parler de tout ça, le chef de l'État, voilà, il fait un oui, tweet, mais s'il y a un blackout en France, oui, mais ça c'est un autre sujet. On a peu de temps et j'ai bien compris. Ça sera des centaines de gens. Et je veux que l'électricité. On va en parler une autre fois, que les politiques sachent qu'ils seront poursuivis personnellement. Alors, Nathalie nous appelle parce qu'ils sont avertis. Oui, non, non, mais vous savez, Alexandre Jardin, c'est un sujet trop grave pour qu'on puisse en parler entre deux parenthèses. Parce que ça, sur l'électricité, il faut qu'on se pose. Mais c'est très intéressant. Je vous réinviter là-dessus pour qu'on puisse se poser là-dessus. En tout cas, ce qu'on retient, c'est que pendant que le chef de l'État tweet ou fait tweeter l'Élysée sur ce sujet, on ne parle pas de ça. On va se poser là-dessus. Je vous donne la parole dans un instant, Xavier Azalbert. On va Nathalie qui nous appelle de Haute-Savoie. Et qu'est-ce que vous pensez, vous, par rapport à cette labellisation d'Emmanuel Macron? Bonjour Nathalie. Alors, bonjour Christine et bonjour à tous. Bonjour Nathalie. Je suis un petit peu intimidée de vous entendre, mais bon. Alors, la labellisation, forcément, on ne peut pas. Enfin, moi je peux pas être pour. Déjà, un label, pour moi, c'est quelque chose de noble. Si on donne des labels à France Télévisions, etc., je suis désolée, mais on passe à côté de beaucoup de choses. Après, Emmanuel Macron veut faire ça, à mon avis, parce que justement, il a plus la main sur les problèmes de l'État. Il est totalement dépassé par les voilà. Il est totalement dépassé par les événements. Donc, il se lève le matin et il trouve un moyen d'avoir la main mise sur quelque chose. S'il veut pas le Front National, je crois que c'est le meilleur moyen, justement, de serrer la main en 2027. Est-ce que, selon vous, c'est pas quand même important de lutter contre les fausses informations? Écoutez, moi, les fausses informations que je vois surtout sur les réseaux sociaux. Je regarde le JT de TF1. Bon, ces news, forcément, je vais passer beaucoup de temps à les regarder. C'est pas des fausses informations qu'on voit, c'est d'autres informations. TF1 va traiter un sujet, vous allez en traiter d'autres. Justement, c'est une certaine parité de l'information. Mais un pluralisme. C'est du pluralisme, absolument. C'est le premier but, effectivement, de l'ARCOM, garantir le pluralisme. Voilà.
Et en plus, cette labellisation, il fait quoi de l'ARCOM? Il a plus confiance, notre ami Emmanuel? Excellente question. Ne bougez pas, Nathalie, parce que je vais vous raconter, moi, justement, en 3 secondes, ou peut-être 4, comment on en est venu à l'ARCOM. L'ARCOM, je vous disais, garantit le pluralisme et la liberté d'expression. C'est sa toute première mission. D'accord, sur les 300 chaînes télé qui est en France et sur les 1000 radios qui est en France. La presse écrite, non. D'ailleurs, Xavier Azalbert, vous allez nous parler de François, qui ne dépend pas justement de l'ARCOM. On va en parler d'ailleurs dans un instant. De 1974 à 1982, il n'y avait pas d'autorité indépendante. Après la disparition de l'ERTF, l'État récupère directement le contrôle de l'audiovisuel public via des sociétés publiques, TF1, Antenne 2, FR3. À l'époque, le gouvernement exerce un contrôle politique assez fort. Ça, c'était de 74 à 82. De 82 à 86, il y a eu la HACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, créée par le 29 juillet 82, pour garantir le pluralisme, attribuer des fréquences, superviser l'audiovisuel public. Mais rapidement, cette HACA a été accusée d'être un organe politiquement qui n'était plus indépendant. Ensuite, il y a eu en 86 la création de la CNCL, tout ça c'était l'ancêtre du CSA, la volonté de remplacer la HACA qui était jugée trop proche du pouvoir. Donc ensuite on a créé le CSA en 1989 qui est devenu l'ARCOM aujourd'hui, mais moralité, on a quand même l'impression, chère Nathalie, que même l'ARCOM serait peut-être, selon certains, elle aussi à son tour jugée trop proche du pouvoir, non? Trop proche... Enfin, je sais pas, ou peut-être, justement, au vu de la réaction d'Emmanuel Macron et du clip que l'Élysée a diffusé hier, j'ai bien peur que lui pense que l'ARCOM s'éloigne du pouvoir en faisant son boulot. L'ARCOM a osé remettre en place Reporters sans frontières. Vous ne vous rendez pas compte, c'est un scandale d'État. C'est ça. Voilà. Et la prochaine étape d'Emmanuel Macron, c'est des pelotons d'exécution. Enfin, la manière dont il a attaqué Pascal Praud, Philippe de Villiers, David Lisnard, c'est absolument odieux. De quel droit il fait ça? Et nous, les Nathalie. Citoyens, une fois de plus, on est où dans son histoire? On prend plaisir à vous regarder, qui nous laisse vous regarder. Oui, on a le choix, la possibilité de zapper, effectivement. Alors Nathalie, restez un peu en ligne avec nous, si vous en avez envie, parce qu'on va écouter ce que nous avait dit en exclusivité. Souvenez-vous, dans Christine Kelly et vous, on avait reçu Alex Bruzewicz, qui était le directeur de la communication digitale de Donald Trump. Et rappelez-vous, il avait mis en garde Emmanuel Macron sur sa volonté de mettre la main sur les réseaux sociaux. Écoutez. Les gens savent ce que c'est la liberté d'expression. Les gens sont intelligents. Ils savent ce qu'est une fake news et ils savent ce qui est vrai. Et je crois qu'ils n'ont pas besoin que l'État leur dise voilà ce qui est vrai, voilà ce qui est faux. Et qu'on leur définisse ce qu'est la vérité. Je crois que c'est vraiment une mauvaise politique que d'aller dans le sens de la censure. Encore une fois, je ne suis pas là pour conseiller qui que ce soit, chacun fait ce qu'il pense juste, mais je crois qu'il serait beaucoup plus populaire s'il était du côté de la liberté d'expression. Emmanuel Macron serait beaucoup plus populaire s'il serait du côté de la liberté d'expression. Voilà ce qu'avait dit en exclusivité sur Europe 1 Alex Bruzewicz, qui était le directeur de communication digitale de Donald Trump. Est-ce qu'on a le temps d'écouter J.D. Vance, qui avait aussi taclé un peu l'Europe là-dessus, voire la France? On l'écoute. En Grande-Bretagne et dans toute l'Europe, la liberté d'expression est en recul. À Washington, il y a un nouveau shérif en ville. Et sous la direction de Donald Trump, nous pouvons être en désaccord avec vos opinions, mais nous nous battrons pour défendre votre droit de les exprimer sur la place publique, que vous soyez d'accord ou non.